Alors, si l'avènement des IA génératives est un bouleversement juridique, c'est parce que c'est évidemment un bouleversement économique pour tout le secteur du livre et de la presse. Il y a de nombreuses rédactions qui ont commencé à s'emparer de ces outils, à mettre en place des chartes pour garantir la transparence de ces usages. Mais comme toute prémisse, au fond, la période que nous vivons, elle n'est pas très claire. Je vous propose donc de faire le point avec une spécialiste de ce secteur. Elle est professeure à l'université Paris-Panthéon-Assas. Elle fut membre du CSA. Elle est également l'auteure de l'essai « Le nouveau monde des médias, une urgence démocratique ». Mesdames et messieurs, voici Nathalie Sonac. Madame Sonac, on a l'impression de découvrir un nouveau monde presque tous les matins. Il y a un nouvel outil, un nouvel usage, une nouvelle mise à jour. Pourtant, est-ce que l'IA est une nouveauté absolue dans le secteur de la presse et du livre ? Alors déjà, bonjour à tous. J'espère que vous n'êtes pas tous partis non plus. Non, ils sont là. Je suis ravie aussi de savoir que les vaches ont des ailes. Je pense que je vais pouvoir m'éclater en modèle économique. Ah, c'est possible. C'est énorme. Non, alors l'intelligence artificielle et les spécialistes qui m'ont prédécédé le savent bien, sont présentes en fait depuis longtemps dans les salles de rédaction, sont présentes dans cet univers des industries culturelles et créatives. On a plein d'exemples. On avait pensé à Erika, qui était une star de JT au Japon, le système d'héliographe, Washington Post qui utilise l'IA pour pouvoir créer des horoscopes. Tout le système d'élection, on arrive à évidemment draguer l'ensemble des données, à les rapatrier, puis à les ressortir immédiatement, donc des capacités qui sont un peu importantes. On est en train de terminer un papier de recherche justement sur depuis quand l'IA dans les sciences de l'information et de la communication et donc dans nos industries culturelles et créatives, on voit surtout que c'est présent à toutes les étapes du processus de production, à savoir on a automatisé le process, on vérifie l'information, l'analyse prédictive, la recommandation, la veille et l'écoute, à toutes les étapes de la chaîne de valeur. L'IA est déjà présente, les salles s'en sont emparées, les salles de rédaction, ce monde-là s'en est emparé. En 2019, en fait, j'ai regardé, on avait le journalisme AI Report qui disait qui avait analysé l'usage de l'IA dans quasiment 71 organisations médiatiques et qui disait à ce moment, à 2019, que la moitié utilisait l'IA et lorsque c'était utilisé, eh bien, c'était 2/3 pour de la production d'informations, ce qui est assez intéressant. Les derniers chiffres que j'ai pu lire, on est à plus de 50% dans l'utilisation. Donc ça va très vite en fait, ça va extrêmement vite. C'est ce que disait Laura tout à l'heure Laura Boulet dans son introduction. La vitesse est extrêmement, elle est vertigineuse en fait, et les enjeux d'ailleurs que l'on a présentés. Alors beaucoup évidemment des enjeux autour de la question du droit d'auteur. On a évidemment des enjeux en termes d'emploi, on y reviendra. Il y a des enjeux pour moi, et vous avez la gentillesse de le mentionner, effectivement pour moi des enjeux démocratiques, et j'essaie justement de mettre en évidence combien il y a une corrélation entre ces modèles économiques et finalement la volonté qu'il y a derrière de maximisation du profit et qui balaye finalement les enjeux démocratiques et dans lesquels j'associe évidemment des enjeux sociétaux, mais également des enjeux d'éducation. Alors, plongeons, si vous voulez bien, du coup, dans ces enjeux. Il y a une question d'emploi, évidemment, oui. Il y a une question d'éthique et il y a une question d'éducation. Ce sont les trois que vous voyez à peu près ? Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a la question évidemment du droit d'auteur, mais c'est vrai qu'en matière d'emploi, moi je m'appelle Nathalie depuis pas mal d'années maintenant et non pas Irma, donc j'arrive pas avec une solution en disant voilà je sais exactement combien d'emplois. Aujourd'hui c'est évalué à 300 millions d'emplois, mais tout confondu, c'est-à-dire que c'est pas les emplois dans les secteurs qui aujourd'hui sont... 300 millions d'emplois qui pourraient être perdus. Qui pourraient être perdu, mais c'est une évaluation que moi j'aime pas jouer à ça, dans la mesure où on ne sait pas exactement comment c'est mesuré, et puis c'est pas circonscrit non plus au secteur qui nous intéresse. Et ça ne dit rien des emplois qui pourraient être recréés. Exactement, et ça ne dit rien. On dit que dans 10 ans, 40%, on dit ça en tout cas aux jeunes gens, que dans 10 ans, 40% des emplois qu'ils auront seront des emplois nouveaux. Donc ce que l'on sait en tout cas, c'est que clairement il y a une accaparation très vite de la part des entreprises
entreprises de ces nouveaux outils, deux industries culturelles également, et puis aussi des usagers. Et c'est surtout ce matching-là qui est surprenant. Alors, il y a ce point-là en termes d'emploi. Il y a évidemment des questions de droit d'auteur, et vous l'avez très bien expliqué à l'instant, je ne le reprendrai pas. Et puis, évidemment, il y a des questions d'éthique, parce qu'à la fois, toutes ces machines, ces grands modèles de langage sont en train de crawler le web. Finalement, on ne sait pas complètement aujourd'hui sur quel type de données ils se sont entraînés. Donc, ils ne sont pas ce qu'ils ont avalé, ils ne sont pas ce qu'ils ont mangé. Et lorsque ça ressort aujourd'hui en output, on n'a pas la source. Alors, on nous dit que ChatGPT, le numéro 4, lui nous donne déjà la source, mais ce n'est pas vrai pour Bard, ce n'est pas vrai pour DALL-E. Donc, il y a un problème de source évident qui pose question. Ensuite, il y a des enjeux, pardon, je les balaye vite, mais les enjeux sont importants. Il y a évidemment des enjeux de démocratie importants, parce que, évidemment, le fait de se croire en capacité, et ça, finalement, on a ce point-là depuis le Web 2.0, c'est-à-dire depuis les années 2000, avec la possibilité du petit wiki, ça nous donne tous la possibilité de poster des contenus, de poster des vidéos. Alors, c'est vrai que ça crée des mouvements fantastiques en matière de liberté d'expression, des libertés de communication. Des mouvements comme MeToo n'auraient pas existé, le mouvement des femmes en Iran n'aurait pas existé, les printemps arabes n'auraient pas existé. Donc, c'est de formidables outils de liberté. Et ça, je parle des nouvelles technologies en général, d'expression et de communication. Le pendant de ça, c'est qu'on peut se croire avec tous un iPhone dans la poche, un smartphone, de se croire finalement des journalistes. Donc, toute la question de la déontologie, du respect des sources, ces éléments-là qui font la distinguo entre un producteur de contenu, par exemple, et un journaliste, donc un professionnel de l'information, est complètement confondu. Et le problème de cette confusion-là, c'est lorsque n'importe qui d'entre nous, et notamment les plus jeunes, sont derrière leur écran d'ordinateur, font une petite requête sur Google ou jouent avec Bard ou ChatGPT, ont une réponse à la requête posée. Alors avec ChatGPT, c'est fantastique, avec l'IA génératif, hein, c'est construit, c'est posé, il n'y a pas les sources. Finalement, vous n'avez qu'une seule réponse. Moi, ça m'interroge toujours d'avoir une seule réponse. C'est très inquiétant d'avoir une seule réponse à une question, hein. La question, justement, est très ouverte. On devrait y avoir plusieurs propositions. C'est bien ça, le débat d'idées. C'est bien ça, ce débat nécessaire pour fabriquer notre esprit critique. Et ça, avec ces nouveaux outils aujourd'hui, j'entends bien Gilles Babinet, on ne va pas circonscrire les possibles d'ores et déjà, mais néanmoins, ça crée des inquiétudes importantes qui sont fortes sur ces questions aussi de démocratie, parce qu'on a besoin, et pourquoi je dis démocratie, j'emploie ce mot haïtien, parce qu'on a besoin d'avoir une information, en tout cas les médias participent d'être des vecteurs de nos démocraties, on a besoin d'une information qui soit traitée, qui soit vérifiée, qui soit sourcée, pour qu'on puisse au moins tous s'entendre sur des faits et ensuite, bien évidemment, pouvoir en discuter. Mais les médias aujourd'hui nous présentent des faits et par après participent finalement à la fabrique de nos opinions. Si aujourd'hui on commence à discuter ensemble, tous ensemble, on se dire non, moi je suis pas d'accord, il n'y a pas 3 chaises, eh bien là il y a un souci. C'est-à-dire que si, et c'est bien toute les discussions autour de la post-vérité, c'est qu'on pourrait croire que l'on pourrait discuter sur le fait qu'il y a 3 chaises. Et là, ça devient extrêmement dangereux, puisque ça crée beaucoup de confusion et d'un point de vue démocratique, évidemment, on voit bien que ça participe des mots MAUX de nos démocraties. Vous rappeliez à l'instant l'importance de ce qui nourrit ces modèles. Je vous rappelle que apparemment l'entreprise, la nouvelle entreprise d'Elon Musk dédiée à l'IA générative s'inspirera de Twitter. Je vous laisse imaginer, comment dire, la manière de penser, si tant est qu'elle puisse penser, de cette IA générative. Est-ce que, on nous l'a dit tout à l'heure, il y a la crainte quand même d'un tsunami de contenu. C'est vrai qu'il suffit de 2 prompts pour avoir une œuvre visuelle, textuelle, sonore. Est-ce qu'il y a des business models qui émergent pour résister à la submersion de ces contenus qui peuvent être créés à la chaîne? Alors, à ce stade, on n'en est pas là. Parce que pour l'instant, ce que l'on constate, c'est que le business model des médias traditionnels est en train de vaciller. Donc depuis
1836, pardon, la presse est vendue à des lecteurs et est vendue à des annonceurs, et justement parce que la formation de qualité coûte extrêmement cher à fabriquer et à produire. Et si l'on ne souhaite pas que le prix de vente soit beaucoup trop au-dessus du coût de production, en tout cas supérieur au coût de production, alors que le coût de production est très élevé, eh bien le fait que ce prix soit très élevé alors risque de constituer une barrière à l'entrée, et donc personne ne puisse aller s'informer. Donc ils sont allés chercher une seconde source de financement qui est la publicité, et qui permet avec ces deux sources, eh bien à la fois l'éditeur lui-même de pouvoir faire réaliser un bénéfice, constituer des salles de rédaction, laisser les gens travailler à leur rythme comme ils le peuvent. Je ne vous refais pas la théorie du modèle économique classique des médias. C'est vrai pour la presse écrite, c'est vrai pour la télévision, c'est vrai pour les médias en général. La problématique majeure que l'on observe depuis plusieurs années, c'est que à la fois dans les médias traditionnels, eh bien, la presse écrite a perdu en 10 ans 70%, en 15 ans 70% de son chiffre d'affaires, que la durée d'écoute par individu de la télévision dite traditionnelle est en train de perdre du temps d'écoute au fur et à mesure, et que sur le marché de la publicité en ligne, c'est les GAFA, et notamment Google, Facebook, Apple, Meta, enfin nos amis les GAFA, sont en train d'aspirer à la fois les recettes publicitaires de la part des annonceurs et dans le même temps la croissance du marché publicitaire. Donc sur les deux leviers principaux qui structurent notre économie des médias, de ces médias-là, est en train de vaciller, et au risque finalement, et ça il faut quand même bien le comprendre dans quel enjeu sommes-nous, c'est que quel que soit le modèle d'affaires des médias traditionnels, c'est-à-dire que ce soit des modèles des chaînes de télévision publiques, mais qu'également des chaînes de télévision privées, eh bien, elles ont pour mission de fabriquer une information dite d'intérêt général, et d'ailleurs qui cherche à s'appeler des services d'intérêt généraux, parce qu'elles ont ces missions-là de produire une information dite de qualité avec des gens qui sont des professionnels, une fois encore, de l'information. Là, on parle beaucoup du journalisme. Oui. Qu'en est-il du livre ? Mais finalement, c'est la même chose, parce que cette production complètement accrue d'informations fait courir que tout le monde va croire que plus personne n'est prêt. D'ailleurs, il y a eu un baromètre de la confiance dans les médias qui est paru il y a 2 jours, et met en évidence que les gens, enfin, pas même en évidence, dit que les gens, à plus de 70%, ne sont pas prêts à payer pour s'informer. Ce qui veut dire que si tout à chacun pense que l'information qu'il émet, finalement, tout le monde peut l'émettre, et puis surtout aujourd'hui avec l'IA générative, les fabriquer, ça inonde et ça dilue totalement dans cet océan de contenu la production d'une information, elle, dite de qualité. Dans le secteur de l'édition, il y a un monsieur, alors j'ai noté, c'était comment, Tim Boucher, voilà. Je pense à Benjamin Burton depuis tout à l'heure, mais Tim Boucher qui a dit qu'en une année, il a fabriqué 97 romans de science-fiction, grâce finalement à l'intelligence artificielle. Donc effectivement, ça peut poser question. Quand on sait le temps que ça prend d'écrire normalement un ouvrage, on voit bien que là, on a d'un côté ce temps long qui n'existe plus, et cette possibilité que nous donne cet outil qui est l'intelligence artificielle, en l'occurrence ici générative, eh bien de fabriquer à l'appel du contenu. Alors celui qui va un peu savoir prompter plus intelligemment que les autres, avec un tout petit peu plus de créativité, justement lui, parce qu'il est humain, eh bien il va complètement inonder l'univers de la production, que ça soit au niveau journalistique en matière de contenu. On parle de contenu journalistique, mais ça peut être évidemment de la série, du film, de la fiction, et bien entendu, pour les romans et le monde de l'édition, c'est la même chose. Ce qui ne dit rien de la qualité des 90 ouvrages en question, quand même. Il y a des chances qu'ils soient vraiment nuls. Enfin, oui, je ne sais pas si vous les avez lus, mais c'est d'ailleurs une question complètement subsidiaire. En tout cas, j'espère qu'ils le sont. Oui, ça c'est puissions-nous espérer que l'humain soit toujours plus intelligent que la machine. Oui, il faut l'espérer. Il y a un moment quand même où il va falloir encadrer ces pratiques par la loi, oui, celle de production, celle de diffusion. Où en est le processus législatif ? Alors, où on est il en est pour l'instant au fait qu'on en reste à la transposition de la directive de services de médias audiovisuels, qui au moins a déjà élargi le champ de compétences
à l'autorité de la régulation qui s'appelait le CSA dans mon temps et qui s'appelle aujourd'hui l'ARCOM, et qui englobe en fait et qui a dans son champ de compétences les plateformes de partage de vidéos et des réseaux sociaux pour participer au financement de la création. Et ensuite, évidemment, la DSA et le DMA ont complètement permis qui tentent en tout cas de poser véritablement la responsabilité. Finalement, il y a vraiment un enjeu qui, moi, me semble aujourd'hui majeur. On parle d'éthique et de déontologie, on l'a souligné ensemble en matière de journalisme, mais évidemment, la question de la responsabilité des plateformes est centrale. Mais moi, j'irais plus loin. J'irais sur la responsabilité des annonceurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est le financement majeur des industries culturelles et créatives, il faut absolument les contraindre, finalement, mais comme on a pu contraindre la publicité télévisée sur le cinéma, sur les produits culturels pour pouvoir protéger ces secteurs d'activité, eh bien, il faut penser à un renforcement à une plus grande participation, à défaut de dire de renforcement, mais plus grande participation de l'ensemble des acteurs. Et aujourd'hui, les entreprises doivent elles aussi être responsables dans leur acte d'achat. Alors, je ne dis pas qu'elles ne le sont pas, hein, mais néanmoins, elles doivent absolument, on doit avoir tenter de les responsabiliser sur ces questions-là, autour justement de diversifier leur achat d'espace et non pas prioriser de façon systématique les sites en ligne, voire évidemment les sites qui sont aux dépens, je cherchais le terme, pardon, aux dépens des médias Eh traditionnels. bien, merci beaucoup, Madame Sonac, Merci d'avoir à été vous. avec nous ce matin.